Carole Martinez, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous présenter La Terre qui penche, votre troisième roman, un très beau livre paru aux éditions Gallimard, qui oscille entre roman initiatique, fable onirique et chanson de geste, et qui nous conte l'histoire de Blanche, une enfant morte à 12 ans, ayant vécu au XIVe siècle. Alors dans ce livre, on retrouve le château des Murmures, qui constituait déjà le décor de votre précédent roman, du domaine des Murmures, mais tout se déroule 2 siècles plus tard. Alors, est-ce que ce projet de roman existait déjà lorsque vous écriviez votre précédent livre ? Oui, oui, il existait déjà puisque le précédent, en fait, devait pas du tout être ce qu'il a été. Du domaine des Murmures, ça devait être normalement un roman contemporain avec 6 femmes anciennes parlant à une 7e, une femme contemporaine. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire murmurer la première de ces femmes qui était censée avoir vécu dans le domaine des Murmures, Esclarmonde, ma recluse, a pris toute la place. Et finalement, j'ai dû lui consacrer un roman entier. Et je n'ai pas abandonné pour autant les autres femmes qui devaient murmurer, donc les 5 autres murmurant à cette 7e. Donc la petite fille était déjà là, Blanche. Je n'avais pas encore son prénom, mais je savais ce que je voulais faire. À un moment donné, j'ai même pensé que toutes ces femmes pourraient quand même entrer dans le même roman, et j'avais dit à mon éditeur, bon, la petite fille, elle pourra juste chanter une chanson. Donc en fait, la chanson était déjà là dès le début. Et finalement, bon, la petite fille avait beaucoup plus qu'une chanson à chanter, donc elle a aussi mérité son roman. Donc le projet est là, il suit son cours, puisque je compte bien continuer et écrire en tout 4 romans qui se dérouleront au même endroit, mais justement dans des siècles différents. Et bon, là, pour le prochain roman, normalement, ça devrait être une femme du XVIe siècle. Puis le 4e roman devrait mêler les voix des 3 autres femmes parlant à la contemporaine, qui aurait beaucoup plus de place cette fois-ci. Et sans doute, enfin, ce que j'aimerais, c'est faire revenir les héroïnes de Esclarmonde, Blanche, Jeanne, celle de la Renaissance, qui diront des petites choses un peu différentes de ce qu'elles ont pu murmurer dans les romans. Donc il y aura un petit décalage. Voilà, donc c'est un projet un peu énorme. Comme je suis très lente en plus, je ne sais pas dans combien de temps j'aurai terminé cette histoire. Mais voilà, elles sont là. Alors La Terre qui penche, qui donne son titre à votre roman, c'est celle qui plonge vers la rivière de la Loue. Ce sont des lieux qu'on a le sentiment de connaître après avoir lu vos romans. Alors ces lieux et cette terre, que représentent-ils pour vous et comment sont-ils, pourquoi avoir choisi de les faire revivre par l'écriture ? Alors il se trouve qu'à la base, je ne connaissais pas du tout la vallée de la Loue. J'ai choisi de poser mon domaine littéraire, ce domaine des Murmures, j'ai choisi de le poser à Haute-Pierre, Moutier-Haute-Pierre, qui est un lieu qui existe dans la vallée de la Loue. J'ai choisi ce lieu parce que j'avais en tête un paysage très particulier, qu'à mesure que j'écrivais, en fait, le paysage se dépliait, devenait de plus en plus précis, et j'ai essayé de trouver un paysage réel qui pourrait correspondre à ce que j'avais en tête. Et en fait, j'ai cherché énormément pour trouver ce paysage. Finalement, je l'ai trouvé un truc incroyable dans un livre de Varap. Donc, dans un guide de Varap, il y avait la vallée de la Loue, donc les pronts rocheux que je cherchais, il y avait la rivière que je cherchais, les forêts que je cherchais. Enfin, c'était... Donc, j'ai trouvé ensuite Haute-Pierre. Je trouvais ça magnifique comme nom, donc j'ai posé mon château là. Et j'ai eu peur d'y aller. Parce que j'ai eu peur d'être déçue par le paysage. J'ai eu peur de ne pas retrouver ce que moi j'avais imaginé. Je voulais vraiment... je voulais écrire finalement, sans être... sans que les choses puissent... Sans que la réalité puisse m'empêcher de faire ce que je voulais. Voilà. Bon, il se trouve qu'en plus, c'était l'histoire d'une recluse, Esclarmonde, donc elle n'avait pas besoin non plus de trop pénétrer dans ce paysage. Donc elle restait entre ces murs, c'était pas grave. Là, cette fois-ci, on m'a invitée à Haute-Pierre.
J'ai pu me baigner dans la Loue, j'ai pu marcher, j'ai pu descendre la pente, ce paysage maintenant, il est un peu inscrit dans mon corps, quoi. Donc ça a été très différent l'écriture du deuxième, donc l'écriture de La Terre qui penche, puisque cette fois-ci vraiment le paysage, je le connaissais. Et c'était important parce que la petite fille Blanche, elle a une relation à la nature, au paysage, à la rivière, à la forêt. Elle a une relation extrêmement intense. Et donc voilà, c'était capital que moi aussi, en fait, j'ai eu cette relation-là. Alors c'est très drôle parce que j'ai rencontré des archéologues qui m'ont fait visiter la région, qui m'ont montré l'endroit où était situé mon château, enfin, où il y avait des ruines à cet endroit-là. Ils m'ont dit, bah voilà, c'est pile poil, le domaine des Murmures peut être là. Bon, c'était pas exactement là où je l'avais imaginé, donc je leur ai demandé l'autorisation de poser mon château un petit peu plus au bord de la falaise. Ils m'ont dit oui, vous faites ce que vous voulez, pas de problème, ça peut très bien être là. Et puis, voilà, c'est très beau parce que juste en face, en fait, de Haute-Pierre, il y avait à l'époque, pile poil à l'époque où je situe mon roman, donc jusqu'en 1361, il y avait un château qui s'appelait Hautefeuille et qui a disparu, on ne sait pas du tout pourquoi ni comment, pendant l'année que je raconte dans La Terre qui penche. Donc du coup, je m'en suis emparée aussi et j'ai utilisé ce château et j'ai raconté l'histoire de ce château disparu. Voilà, c'est vraiment en fait très différent de travailler sur un lieu qu'on a imaginé et sur un lieu qu'on a sillonné. Mais surtout, quand j'y suis allée, je n'ai pas été déçue. C'est un lieu magnifique et je suis ravie d'y avoir posé mon château. Alors, dans ce livre, vous nous contez donc l'histoire de Blanche, une histoire qui est portée par deux émissaires, puisque la narration s'articule autour de deux voix, celle de la petite fille et celle de la vieille âme. Alors, ces deux voix, comment ont-elles pris corps au moment de l'écriture et dans quelle mesure se sont-elles construites l'une avec l'autre et l'une par rapport à l'autre ? Alors, j'ai décidé très tôt, avant d'écrire quoi que ce soit sur la petite fille, sur Blanche, j'ai décidé très tôt qu'elle serait coupée en deux. J'ai décidé très tôt que je pourrais travailler un problème d'identité, vraiment. J'ai imaginé que sa très vieille âme, puisque la très vieille âme dit que la petite Blanche, donc elle-même, est morte à 12 ans et demi, c'est ce qu'elle dit. J'ai imaginé que cette très vieille âme aurait pu vieillir par-delà la mort et j'ai imaginé cette très vieille âme écoutant dans la tombe son enfance murmurer. Et donc l'enfance murmure au présent, l'enfance de Blanche raconte son histoire au jour le jour, au présent, avec toutes ses sensations, avec toutes ses émotions, avec sa force, sa violence, avec précision et avec l'imaginaire de l'enfance vraiment. Et la très vieille âme qu'elle est devenue écoute, s'émerveille, analyse, oublie, se souvient. En fait, voilà, c'est une très vieille âme qui se souvient plus comment elle est morte. Elle ne sait plus. Elle oublie toujours la fin de l'histoire que lui raconte la petite fille. Et elle oublie plein de choses. Et j'aime bien cette idée de qu'est-ce qu'elles ont en commun. C'est la même personne, mais il y a tellement de temps entre ces deux parties de cette même personne, enfin ces deux temps. Il y a tellement de... Qu'est-ce qui reste de l'enfance dans la vieille âme? Et il y a des choses qui restent. Et voilà, donc j'avais envie de travailler ce qui s'enracine vraiment en nous de l'enfance, qu'on a pu oublier, mais qui fait qu'on est ce qu'on est, quoi. Et voilà, je suis convaincue que notre identité, c'est ça, quoi. C'est ce qui est identique entre la petite Blanche qui raconte et sa vieille âme de 600 ans, même malgré l'oubli.
Alors, avec ces deux voix qui s'entremêlent et qui se répondent, c'est donc l'enfance de Blanche que vous nous contez. Blanche, c'est une petite fille vive et impétueuse qui naît dans un monde où il n'est pas facile d'être une fille. Mais elle embellit ce monde, elle embellit son histoire quand elle la raconte parce elle y ajoute du magique, elle y ajoute du surnaturel, de la poésie. Elle a un imaginaire foisonnant. Alors, cet imaginaire, est-ce que c'est avant tout celui de l'enfance ? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment cet univers de l'enfance. Oui, tout à fait, Blanche. C'est cet univers poétique de l'enfance, et cruel, et elle évolue beaucoup, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un roman initiatique. Il se trouve que Blanche va être conduite au domaine des murmures, elle ne sait pas trop pourquoi, mais en fait là, au domaine des murmures, elle va rencontrer un idiot, tout le monde l'appelle l'idiot ou l'enfant, qui a un an de plus qu'elle, elle a 11 ans et demi, et cet idiot qu'elle va détester au début, parce que elle va devoir être élevée avec lui, elle va passer énormément de temps dans ce domaine des murmures, et on va lui apprendre tout ce que cet idiot ne pourra jamais apprendre. Et cet idiot est un être extraordinaire. C'est d'une humanité absolument somptueuse. Il va ouvrir Blanche au monde, il va ouvrir Blanche aux autres, il va la mettre en relation avec les êtres, avec la forêt, avec les arbres, parce que lui, il est en relation avec tout ça, presque sans parole. Il va la poser sur la rivière, et la rivière a beaucoup de choses à dire à Blanche. Donc, oui, c'est l'univers de l'enfance. C'est une petite fille qui transforme les choses par la force de sa poésie et de son imaginaire. Donc, elle va transformer ses mauvaises aventures, elle va en faire autre chose, elle va renommer, elle va mentir, pour pouvoir grandir. Et c'est la Terre qui penche, parce que c'est justement cette année-là, cette petite fille qui, en un an, passe de la petite minute. Elle est minuscule, elle n'est pas formée du tout, elle est à une presque jeune femme. Et donc c'est le moment où pour elle, la Terre penche. Alors oui, quand le roman commence, elle a 10-11 ans, elle habite encore dans un château perdu avec sa sœur jumelle, toutes les bâtardes de son père, et puis elle va être emmenée au domaine des murmures, accompagnée par son père, qui est un homme qui lui fait peur, et en même temps dont elle aimerait gagner l'estime. Au moment où le roman commence, ce dont elle rêve, c'est d'apprendre à lire et à écrire. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Cet apprentissage, il va être possible au domaine des murmures. Il y aura aussi l'apprentissage de la nature, comme vous le disiez. Est-ce que ce livre, c'est finalement aussi le récit d'une émancipation ? Oui, alors elle est convaincue que si elle apprend à lire, à écrire et à signer son nom, elle pourra être autonome, elle pourra se débarrasser de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui l'opprime, elle pourra se débarrasser de son père, quoi. Elle est convaincue que si elle arrive à écrire, elle pourra être Blanche. Et donc elle veut absolument apprendre. Le problème, c'est que son père lui refuse toute instruction, puisque, d'ailleurs j'ai trouvé ça dans des textes d'époque, c'est une fille instruite, c'est le diable est dans la maison. Donc le diable agit les filous, il agite constamment, le diable agit les filous pour l'empêcher d'apprendre, et elle essaye de voler les lettres, elle essaye et bon, son objectif, ça sera non seulement de signer son nom, mais aussi de recoudre cette petite chemise dont elle se sépare jamais, qui est son linge de corps et sa carapace, qui va être déchirée dans l'histoire à un moment. Et donc elle rêve de broder son nom sur la déchirure afin de réparer. Donc au début, elle déteste cette idée d'être élevée avec cet idiot, mais finalement, elle est très intelligente, hein, et elle voit bien qu'on va lui apprendre tout ce qu'elle ne peut pas apprendre chez son père. Et elle voit bien quel intérêt elle peut tirer de cette situation. Donc oui, Blanche va réussir
à signer, sans doute.